Salut Internet. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui vous fais le salut Internet. Et ça va durer pendant quelques vidéos. À la place des saluts Internet habituels, je vais récapituler, comme ce que tu es en train de voir actuellement, les différentes dates de dédicace pour mon bouquin qui sort le 13 octobre. Et si tu sais absolument pas de quoi je parle, je t'invite à regarder ma dernière vidéo. Bref, aujourd'hui on va parler de la Seconde Guerre mondiale en se penchant sur 7 soldats qui sont tous entrés dans l'histoire pour avoir été bien, mais alors bien badass. Bon, et je sais, il n'y a que des soldats alliés dans ce classement, c'est un choix personnel que j'assume, mais surtout, il n'y a pas de femmes. Tout simplement parce que si cette vidéo vous plaît et que vous voulez le même classement mais uniquement avec des femmes, lâchez-vous sur les pouces bleus et je m'y attellerai. Bon allez, intro bien trop longue, on y va. Voici le soldat Vlug. Il est né le 20 août 1916 dans le Minnesota. En avril 41, il s'engage dans l'armée américaine, mais nous on va faire un petit saut dans le temps. On part direct fin 44. Entre le 17 octobre et le 26 décembre a eu lieu la bataille de Leyte. Je suis sûr que je ne prononce pas ça correctement. Bref, cette campagne elle était simple. Débarquement des Américains sur l'île de Leyte aux Philippines, histoire tout simplement de la reconquérir en niquant tous les Japonais qui n'étaient pas d'accord. Et c'est là qu'on retrouve notre cher soldat Vlug. Le 15 décembre, il est posté sur un petit barrage routier. Il se repose tranquille en profitant du soleil quand tout à coup, il voit à l'horizon non pas un, non pas 3, mais 2 chars japonais qui se dirigent pépère vers sa position. On se dit qu'à ce moment-là, le meilleur plan c'est de se barrer en courant pour prévenir ses alliés. Mais non, Vlug il est pas comme ça. Il a juste pris l'option inverse. Choper un bazooka plus 6 roquettes et se diriger directement vers les 2 tanks. Comme ça, sans pression. Autant vous dire que les mecs ils essayaient de le canarder à la mitrailleuse, mais impassible, Vlug il charge son bazooka et il déboîte le premier tank qui explose bien comme il faut. Dans la foulée, l'équipage du deuxième tank, il sort pour lui foncer dessus à pied. Là, Vlug il se démonte toujours pas, il sort son pistolet et il en flingue un. Les mecs sentent que ça pue, alors ils remontent tous dans leur char. Pendant ce temps, Vlug, il recharge son bazooka et vous l'avez deviné, il dézingue le deuxième tank. On est d'accord qu'il est déjà bien badass, non? Et vous pensez vraiment que ça se termine là? Mais non, ce serait trop facile. Suite à ça, 3 autres tanks japonais apparaissent devant lui. Bon, pour le coup, je vous avoue qu'il était un petit peu moins serein. Il court se planquer derrière un talus et décharge son 3e tir de bazooka sur un des tanks qui explose sur le coup. Les 2 derniers tanks, ils veulent pas se laisser faire. Le mec se reçoit une pluie de balles sur la tronche, mais ça ne l'empêche pas de recharger et de détruire les 2 autres tanks un à un. Et pour vraiment faire comme dans les films, en explosant, le dernier tank a dévalé un talus et a explosé une seconde fois en arrivant en bas du ravin. Bref, ce mec avec un bazooka et 6 roquettes, il a juste mis hors d'état de nuire 5 tanks japonais dans la même journée en étant tout seul. Et ouais, on n'est qu'à la 7e position de ce classement. Je vous préviens, ça va envoyer du lourd. Encore une fois, on part du côté du Pacifique. Basilone, tout comme Vlug, il s'est illustré en se battant contre les Japonais. Pour ses actions, il a d'ailleurs reçu la Medal of Honor. Ouais, comme le jeu. La médaille d'honneur, c'est juste la plus haute distinction militaire américaine. Comme quoi, même eux à l'époque, ils le considéraient comme un putain de badass. Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait alors de si particulier? En fait, il s'est illustré pendant 2 batailles différentes. Commençons par celle de Guadalcanal. Guadalcanal, c'est un point clé de la guerre dans le Pacifique. Déjà, elle se trouve là. C'est une des îles principales de l'archipel des Salomon. Pour vous résumer très rapidement ce qui se passait sur place, il faut comprendre l'évolution de la guerre. De 1939 à 1941, les États-Unis ils veulent pas rejoindre officiellement la guerre. Mais en décembre 41, les Japonais ils font l'erreur d'attaquer Pearl Harbor, la grosse base navale américaine dans le Pacifique. À partir de là, les Américains ils rejoignent la guerre, à la fois sur le terrain européen, mais aussi dans le Pacifique contre les Japonais. Rapidement après Pearl Harbor, les Japonais ils envahissent progressivement un bon paquet d'îles du Pacifique, et notamment Guadalcanal. Bingo, c'est elle l'objectif. Les Américains ils se disent qu'en reprenant Guadalcanal, vu qu'elle est idéalement située et qu'en plus les Japonais y ont construit un aérodrome, on aurait un avantage de ouf dans la guerre du Pacifique. De août 42 à février 43 a donc eu lieu la bataille de Guadalcanal, qui fut, je vous le dis, l'une des plus difficiles pour les États-Unis. Mais heureusement, ils la gagnent. Les Japonais sont détruits et cette victoire marque le début de la reconquête du Pacifique. Bon, et John Basilone là-dedans alors? Le 24 octobre 1942, il est à la tête d'une petite formation de 15 soldats et ils ont pour mission de défendre le fameux aérodrome. Imaginez le truc, 16 mecs avec quelques mitrailleuses qui doivent défendre un aérodrome face à plus de 3000 Japonais. Au bout de 24 heures, sur les 16 mecs, seuls John et 2 marines sont encore debout. Ils sont constamment sous le feu ennemi et ne se reposent pas une seule seconde. John y parvient
parvient à réparer une autre mitrailleuse qui ne fonctionnait plus, et quand au bout de 2 jours, ils ont plus de munitions sur ces gros calibres, ils continuèrent à se battre avec leurs pistolets. Finalement, quand les renforts sont arrivés, John et ses 2 hommes avaient réussi à défendre leur position, et c'est presque 3000 cadavres de Japonais qui jonchaient les environs. Je peux vous dire que quand il rentra au pays, il fut acclamé en héros. Mais c'est pas la fin de son histoire. Oh non. Le 19 février 1945, ça sent un petit peu mauvais pour les Japonais. Les Américains, ils ont reconquis beaucoup d'îles et ils veulent maintenant capturer l'île d'Iwo Jima. Comme vous le voyez, elle est très proche du Japon. Ils lancent donc l'offensive le 19 février. Et John Basilone, il a la tête encore une fois d'une section de mitrailleurs. Une fois sur la plage, c'est le chaos. Des bunkers japonais, ils canardent les troupes de Basilone qui ne peuvent absolument plus avancer. Le mec, tel le plus grand des badass, il parvient à se faufiler tout seul au-dessus d'un des bunkers qui défonce à coups de grenades et de TNT. Ensuite, il a foncé vers un des objectifs du débarquement, un aérodrome. Sur le chemin, il réussit à guider un tank américain coincé en plein milieu d'un champ de mines et qui se fait tirer dessus de tous les côtés. Mais malheureusement, c'est en courant au bord de l'aérodrome qu'il est touché et qu'il meurt à l'âge de 28 ans. Bref, le mec, si c'est pas lui le vrai Rambo, je vois pas qui peut l'être. D'ailleurs, son histoire, elle est tellement dingue qu'elle a fortement inspiré Steven Spielberg et Tom Hanks quand ils ont produit la mini-série de Pacific, qui retrace l'histoire vraie de quelques marines pendant la guerre du Pacifique. Audie Murphy est un soldat américain originaire du Texas qui a servi en Europe, principalement en Italie et en France. Ce gars, il était destiné à être célèbre. Déjà en 1942, il veut absolument rejoindre l'armée, mais il a 2 problèmes. Déjà, il a que 17 ans, c'est pas pratique. Et puis surtout, il a pas du tout un physique de combattant. À l'époque, il faisait 1m66 pour même pas 50 kg. D'ailleurs, il a postulé à la marine, qui a pas voulu de lui, à l'armée de terre, qui non plus n'a pas voulu de lui, et même au corps d'élite des marines, qui lui a aussi claqué la porte au nez. C'est finalement en falsifiant son année de naissance qu'il arrive à se retrouver simple soldat dans l'armée de terre. Après sa formation, il est déployé brièvement au Maghreb, mais c'est lors de la campagne d'Italie qu'il va commencer à faire parler de lui. En septembre 43, il patrouille avec 2 autres soldats quand il tombe dans une embuscade. Un des 2 soldats est tué, ce qui va passablement énerver Murphy et son pote, qui dézinguent dans la foulée les 5 ennemis de l'embuscade. Et puis progressivement, à force d'actes de bravoure en tout genre, il est promu à la tête de sa section. Mais il chope le paludisme, ce qui va beaucoup l'handicaper pendant la guerre. Ah ouais, à plusieurs moments, il a fait pas mal de rechutes qui le forcent à être à chaque fois hospitalisé plusieurs jours. En août 1944, Murphy arrive avec sa section dans le sud de la France. Et alors qu'ils avancent dans un vignoble, des Allemands sortent d'une maison avec un drapeau blanc. Cool, des prisonniers qui se rendent de même, c'est sympa. Ouais, mais non. C'était encore une embuscade pendant laquelle le meilleur ami de Murphy est abattu. Alors là, le mec, il est rentré en mode Hulk. Il a foncé tout seul dans la maison, a flingué 6 mecs, en a blessé 2 et en a fait prisonnier 11. Rien que ça. Bref, je vais pas raconter en détail tous ses exploits, mais il y en a eu plein. Un jour, il a rampé discretos vers une mitrailleuse ennemie et l'a neutralisée. Un autre jour, il a tenu presque 1 heure en plein feu ennemi pour commander par radio des tirs d'artillerie. Il s'est pris une balle dans le talon d'Achille, puis des morceaux d'obus dans la jambe, qui se sont transformés en gangrène. Enfin bref, le mec, vers la fin de la guerre, tu te dis que c'est bon là, t'as gagné ton ticket de retour à la maison. Mais c'était sans compter un dernier fait d'armes digne d'un film hollywoodien. En janvier 45, Murphy se trouve avec sa compagnie pas loin de Colmar. Et quand je dis compagnie, faut pas s'imaginer un truc gigantesque. Non, sur les 235 membres qu'il y avait au départ, il n'était plus que 18. Alors quand les Allemands ils ont lancé une attaque, Murphy il a pas réfléchi longtemps. Il a vite vu que ses hommes ils allaient se faire massacrer. Donc il leur a dit de se barrer. Lui par contre, il est resté, alors qu'il était blessé à la jambe. Pendant 1 heure, d'abord avec la mitrailleuse d'un char, puis avec son propre fusil, il canarde les ennemis jusqu'à ne plus avoir de balles. À ce moment, il s'enfuit vers son unité qui s'était planquée en forêt. Il élabore un plan et il organise une contre-attaque pour défoncer leur race aux derniers Allemands. Bref, le mec, vous l'aurez compris, il avait à peu près peur de rien. Et d'ailleurs, anecdote plutôt marrante et qui montre bien la badassitude du mec, c'est tout simplement le soldat américain qui a reçu le plus de décorations pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah en fait, il n'y a pas une seule décoration qui existait à l'époque qu'il n'a pas reçue. D'ailleurs, rien à voir, mais après l'armée, il devient acteur et il joue dans des dizaines de westerns. Si c'est pas le cliché du badass. Avant de commencer à parler de lui, non, je ne vais pas tenter de prononcer son nom de famille. On va l'appeler Simo tout le long, je pense que c'est bien plus simple. Simo, il est finlandais. Et pour vous raconter son histoire, il faut que je vous parle de la guerre d'hiver. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, la guerre d'hiver, il faut vraiment que je fasse attention à mes mots, parce que c'est un sujet plutôt sensible. Disons qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, pour diverses raisons, l'URSS a envahi la Finlande. Elle s'appelle guerre d'hiver parce qu'elle a eu lieu pendant l'hiver 1939-1940. Et forcément, les Finlandais, ils étaient pas trop d'accord de se faire envahir
envahir comme ça. Ils ont donc riposté. Leur avantage, c'est que les soviétiques, ils étaient pas super bien équipés pour résister au froid finlandais, qui atteint facile les moins 30 degrés par moment. Et c'est donc pendant cette petite guerre qu'on retrouve notre cher Simo. Simo, c'était un sniper, un tireur d'élite. Et c'est vrai que quand tu le vois comme ça, là, dans son uniforme blanc, tu te dis pas à première vue que c'est un méga badass. Ouais, il faisait même pas 1m60 le type. Et pourtant, c'est tout simplement le sniper qui aurait tué le plus de monde dans l'histoire. Ah non mais Simo, c'était un ouf. Il pouvait passer des heures immobiles, planqué sous 10 cm de neige par moins 20 degrés à attendre une cible. Au moment de tirer, il se mettait toujours de la neige dans la bouche pour ne pas qu'il y ait de vapeur qui sorte. Il n'utilisait pas de lunettes de visée. Bah non, déjà ça t'oblige à plus te relever pour viser, donc t'es plus facilement repérable. Et puis dans le froid, il y a toujours de la buée sur le verre. En plus, le soleil, s'il te tape dessus, ça peut faire réflexion, les mecs ils te détectent. Non, Simo, lui, il utilisait uniquement une petite visée métallique au bout de son fusil. Vous voulez savoir combien il en a tué, hein? 505. Enfin, de confirmer, parce que certaines sources parlent de presque 550 morts. Et encore, certains racontent même qu'un jour, il parvint à tuer 200 soldats supplémentaires avec une simple mitraillette. Mais vu que j'ai pas trouvé de source bien crédible pour ça, on va s'arrêter à 505 victimes. Je trouve que c'est déjà pas mal. Là, je t'imagine déjà en train de faire le calcul dans ta tête. 505 morts en 5 ans de guerre, ça fait 100 par an. Ça va, tous les 3 jours, c'est cool, mais c'est pas ouf. Ouais, mais non. Reviens un petit peu en arrière. La guerre d'hiver, elle n'a duré qu'un hiver. Ces 505 morts, il les a fait en même pas 100 jours, mon gars. 5 kills par jour, même le week-end. Et les soviétiques, ils le connaissaient, c'était devenu une légende là-bas. Ils ont tout essayé pour l'arrêter. Des tirs d'artillerie, d'autres snipers soviétiques. Mais non, finalement, c'est un simple soldat qui lui tirera une balle explosive dans la mâchoire. 11 jours de coma, la tronche déformée à vie, mais bien vivant. Simo, il est mort à 96 ans en 2002. Un bon gros warrior. Accrochez-vous parce que le top 3, il est juste ouf. Déjà, voici Joe Medicine Crow. C'était un Amérindien de la tribu des Crows, des corbeaux en français. Ouais, c'est une tribu pas très connue du nord des États-Unis. En même temps, il serait plus que 12 000 de nos jours, donc c'est normal qu'on n'en entende pas trop parler. Joe, c'était tout simplement le dernier chef de guerre de la tribu. Bon, pour être chef de guerre chez les Crows, c'est pas en claquant des doigts. C'est pas du tout un titre honorifique qu'on décerne aux plus vieux ou aux plus courageux des guerriers. Non. Pour être chef de guerre, il faut accomplir 4 tâches bien précises. Mener à la victoire une troupe de guerriers, voler une arme à un ennemi, voler un cheval à un ennemi et toucher un ennemi sans le tuer. Ah ouais, non mais c'est ultra précis comme procédure. Vous le sentez venir, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que Joe a accompli chacune des 4 tâches. Bon, déjà, quand tu nais dans une réserve amérindienne, t'es déjà un peu badass, on est d'accord. T'es le genre de mec qui peut survivre tranquille tout seul en forêt. Donc ok, en plus d'être déjà entraîné à être une machine sauvage, Joe, il a été le premier de sa tribu à décrocher un master. C'était un master en anthropologie dans l'université de Californie du Sud. Il l'a eu en 1939, et forcément, t'auras compris tout seul, il n'a pas pu faire de doctorat pour cause de guerre. Joe, il s'est direct porté volontaire et quelques années plus tard, il se retrouve à faire la guerre en France. Bon, déjà, il faut savoir que Joe, il blaguait jamais. À chaque bataille, il se peignait le visage en rouge et il accrochait une plume d'aigle sacrée sur son casque. Mais amérindien ou on l'est pas, excusez-moi. Bon, et comment il a accompli les 4 tâches alors ? En tant que simple soldat, déjà, ça va être compliqué de mener à la victoire une troupe de guerriers, non? Ouais, c'est sûr. Sauf qu'un jour, à la frontière allemande, le commandant de Joe lui ordonna de choisir 7 mecs, de ramper à travers le No Man's Land, en évitant barbelés, mortiers et mines, de choper de la dynamique dans une ancienne petite fortification américaine, puis d'aller déboîter un bunker allemand qui empêchait tout le monde d'avancer. Son commandant l'a choisi en lui disant que c'était une mission suicide, mais s'il y avait bien un seul mec capable de faire ça, c'était bien Joe. Et comme vous l'imaginez, il a réussi, sinon il serait pas dans ce classement. D'ailleurs, certaines sources disent que Joe, une fois le bunker explosé, aurait été le premier américain à mettre le pied sur le sol allemand. Mais laissons ça au conditionnel. Plusieurs jours après, une fois en Allemagne, le groupe de Joe avait pour mission de contourner une position allemande pour les déboîter par derrière. Sauf que Joe, il s'est paumé en route. Et en sprintant dans les rues de la ville, il s'est mangé un soldat allemand qui passait par là. Mais genre tête contre tête. Joe, il est resté debout, son fusil bien à la main, mais l'Allemand, il a fait un vol plané, mon gars, il s'est retrouvé désarmé direct. Joe, il aurait pu le flinguer sans problème, mais le mec, il est pas amérindien pour rien. Il a posé son arme, a attendu que l'ennemi se relève et a commencé à le tabasser à main nue. Il parvint à le choper au cou, mais il arrêta de l'étrangler quand l'Allemand cria « Mama ».
Joe le laisse s'enfuir en prenant bien soin de lui prendre son arme. Si vous avez bien suivi, à ce moment-là, il avait déjà accompli 3 tâches sur 4. Et puis pour la dernière, il a eu un petit peu de chance. Un peu avant la fin de la guerre, son unité elle est arrivée près d'une baraque où logeaient quelques officiers allemands. Dehors dans un enclos, une cinquantaine de chevaux appartenant aux officiers se reposaient. Joe il n'a pas hésité une seule seconde, il s'est faufilé en douce parmi les chevaux, il en a enfourché un sans selle et il s'est barré au galop en faisant en sorte de libérer tous les autres chevaux. Tout ça bien sûr en chantant à tue-tête des chants de guerre de sa tribu. Le mec, en plus d'être un putain de badass, c'était maintenant un chef de guerre. Et ça, c'est plutôt cool. En fait, je sais pas comment commencer le paragraphe de ces deux derniers du classement. Ils sont juste plus badass l'un que l'autre. Imaginez-vous, vous êtes en plein champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale et vous entendez derrière vous une cornemuse. Puis vous voyez un mec en kilt foncer sur l'ennemi, une épée à la main et un arc en bandoulière, en criant de tout son souffle. Ce mec, c'était Jack Churchill. Et non, cette photo n'est pas truquée. Jack, c'est le badass gentleman de ce top. Il a échappé à la mort tellement de fois qu'il en deviendrait presque immortel. Beaucoup disent de lui qu'il était complètement fou. D'ailleurs, on l'appelait Mad Jack. Mad Jack, c'était le genre, en plein débarquement, à jeter une grenade vers des Allemands, histoire d'être sûr qu'ils le voient arriver, puis à dégainer son épée et leur foncer dessus en mode kamikaze. Ça peut paraître fou, mais c'est bien ce qu'il faisait. Bon, plein d'histoires circulent à son sujet. Il aurait capturé plus de 40 Allemands en une nuit avec sa simple épée, il se serait échappé d'une multitude de camps de prisonniers, il aurait même déclaré la phrase « Un officier qui va au combat sans son épée n'est pas correctement préparé ». D'ailleurs, en 1940, il donna l'ordre à son bataillon d'attaquer un groupe d'Allemands. Vous savez ce qu'était le signal? Tout simplement une bonne flèche décochée par Mad Jack sur un soldat allemand. C'est d'ailleurs le seul cas connu d'un soldat mort pendant la Seconde Guerre mondiale par un arc et une flèche. Et ça, c'est plutôt badass de la part de Mad Jack. Lorsqu'il était prisonnier, ses anciens gardiens allemands diront qu'ils l'ont pas exécuté pour 2 raisons. Déjà parce que vu son nom de famille, ils pensaient qu'il était de la famille de Winston Churchill, donc il flippait un petit peu. Et puis surtout parce qu'ils pensaient qu'il était complètement taré le gars, et ils avaient juste pitié de lui. Bref, est-ce qu'il a évité si souvent la mort parce qu'il avait une chatte d'enfer? Ou bien est-ce que tout était calculé par ce Chuck Norris des temps de guerre? Ça, c'est la question. C'est Léo Major qui m'a motivé à faire ce top. Enfin, pas lui directement, il est mort et enterré, mais plutôt le souvenir que j'ai de lui. Attention, petite parenthèse vie privée. En 2001, j'avais 10 ans, j'étais en vacances au Canada et j'ai eu la chance de visiter la citadelle de Québec. Déjà à cette époque, j'adorais lire et raconter des histoires. Et je me souviens avoir entendu ou lu quelque part l'histoire de ce soldat québécois qui aurait défendu ou sauvé des gens seuls au péril de sa vie. Et puis, il y a quelques semaines, en regardant des photos de mon voyage, je me suis souvenu de cette histoire. Enfin, des bribes de cette histoire, je me souvenais que de détails. En même temps, je parle d'un truc que j'avais lu en 5 minutes sur un écriteau de la citadelle il y a plus de 15 ans en arrière. Mais j'étais curieux, j'ai quand même fait mes recherches et je suis retombé sur ce nom, Léo Major. Alors en quelque sorte, si, c'est lui qui m'a motivé à faire ce top. Léo Major, à mes yeux, c'est le soldat le plus badass de tous les temps. Comme je vous l'ai dit, Léo c'était un soldat canadien. Il arrive en France le jour du débarquement de Normandie, où avec son bataillon, il défonce un bunker allemand et fait 12 prisonniers. Plus tard dans l'après-midi, le même jour, il est chargé d'aller faire une reconnaissance de la zone avec un autre soldat. Au bout d'un moment, les deux hommes, ils repèrent un véhicule blindé allemand qui se dirige vers eux avec 3 soldats à bord. Direct, ils se planquent et ils attendent le bon moment pour l'attaquer. Ils tuent un soldat et ils blessent gravement le conducteur. Ensuite, ils forcent ce dernier à ramener le véhicule au centre de commandement canadien. Le truc cool, c'est que Léo, il apprendra quelques jours plus tard que le véhicule était plein de codes secrets très importants. Plus tard, en juin, Léo, il perdra l'usage d'un œil à cause d'une grenade au phosphore. Mais il en faut plus pour le renvoyer chez lui, un simple cache-œil et on n'en parle plus. Ensuite, en octobre, Léo, il fait encore plus fort. Il est envoyé seul en reconnaissance pour retrouver un groupe de soldats dont on n'avait pas de nouvelles. Sur le chemin, il croise 2 soldats allemands. Il en tue un, puis capture l'autre. Ça semble tellement simple comme ça quand je le raconte. Bref. Ensuite, il se sert de son prisonnier pour capturer l'intégralité de la garnison du soldat en question. En tout, c'est près d'une centaine de prisonniers que Léo Major ramène le soir à son commandement. Tranquille, une centaine de prisonniers capturés à lui tout seul. C'est déjà pas mal, non, comme exploit? Il mérite sa première place au classement, non? Ah non, vous trouvez pas? Mais c'est rien ça encore, je vous ai pas parlé de Zwolle. Zwolle, excusez-moi pour l'accent, c'est une ville néerlandaise qui se trouve là, à quelques dizaines de kilomètres à l'est d'Amsterdam. Autant vous dire que pour libérer les Pays-Bas, il fallait absolument libérer Zwolle. Ou encore, un millier de soldats allemands étaient placés en garnison. Pendant plusieurs semaines, l'armée canadienne qui était en poste autour de la ville, elle essayait d'y rentrer, mais impossible. Les Allemands repoussaient chaque attaque et c'est presque 50 Canadiens qui mouraient tous les jours. Donc au bout d'un moment, ils ont décidé qu'il fallait employer les grands moyens. Bombarder la ville. Pour ça, il fallait envoyer 2 éclaireurs sur place pour repérer les lieux à bombarder.
Vu la mission suicide que c'était, personne s'est porté volontaire, sauf Léo et son meilleur pote. Ils partent donc tous les deux dans la nuit du 13 au 14 avril 1945 en reconnaissance. Mais rapidement, au bord de la ville, le meilleur pote de Léo, il se fait shooter. Bim, mort sur le coup. Là, vous imaginez, Léo, il rentre en mode Super Saiyan. Vous venez de tuer mon meilleur pote les mecs. Fuck la mission de reconnaissance, je vais tous vous éclater la tronche. Déjà il tue une partie des mecs qui viennent de tuer son pote, et puis il rentre dans la ville. Il flingue plusieurs groupes de soldats, en capture certains qui livrent en dehors de la ville à son commandement. Des allers-retours avec des prisonniers comme ça, il en fait plusieurs pendant la nuit. Et puis il vole une Jeep, il balance des grenades dans des maisons, il fout le feu au QG de la Gestapo, il flingue 4 officiers dans le quartier général des SS. Enfin bref, le mec il met un chaos de malade dans la ville. À tel point que les Allemands ils sont persuadés qu'une énorme attaque est en cours. Et ils sonnent l'ordre de retraite. Au petit matin, il n'y a plus un seul Allemand vivant dans la ville, et tout ça grâce à Léo Major. Le mec, il a juste libéré une ville à lui tout seul. Vous comprenez maintenant pourquoi son histoire m'a autant marqué quand j'étais gosse? Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Dernièrement, j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus longues, histoire de moins condenser les histoires que je vous raconte, et histoire de vous faire passer un moment encore plus long et plus bon. Ok, cette phrase était bien trop sexuelle. Bref, si vous aimez pas ça, et si vous voulez que je repasse à des vidéos plus courtes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous jure, je prends tous les avis en considération. Sinon, comme d'hab, on s'abonne, on partage, on vient sur les réseaux sociaux, et surtout, si t'es un badass, tu défonces ce pouce bleu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.